Dans cette vidéo, on va prouver les 3 théorèmes antidémocratiques dont on a parlé lundi dernier. Donc si vous l'avez pas vu cette vidéo, je vous conseille d'aller la voir. Sachant que cet épisode hardcore, on va voir les formalisations des théorèmes antidémocratiques, mais elle sera du coup plus difficile à comprendre. Les preuves que je vais donner aujourd'hui sont celles de John Dongan et John Giannakopoulos, qui ne sont donc pas les preuves originales de Gibbard, Satterthwaite et Arrow. Faut noter que les preuves de Dongan et Giannakopoulos, elles datent des années 90, ce qui vous montre l'intérêt de reprouver des théorèmes déjà prouvés, mais de façon plus simple et plus insightful, qui nous permettent de mieux comprendre ce qui se passe, et le fait que la recherche est actuellement très active dans ce genre de domaine. Ok, donc on va commencer par le théorème d'Arrow. Si vous voulez sauter directement au théorème de Gibbard et au Gibbard-Satterthwaite, je vous mets un lien dans la description pour sauter. Le théorème d'Arrow, je vous rappelle sa formulation, il dit que si la seule façon d'agréger des préférences individuelles en une préférence de groupe, en respectant les critères d'unanimité et d'indépendance aux alternatives non pertinentes, est la dictature, à savoir les préférences du groupe seront les préférences d'un individu du groupe. Donc, on va essayer de formaliser un petit peu tout ça. Donc, pour formaliser tout ça, on va considérer un ensemble grand X d'alternatives. Les alternatives, ça peut être des candidats à la présidentielle, mais ça peut aussi être des lois ou je sais pas trop quoi, un peu tout et n'importe quoi. L'idée, c'est qu'il faut agréger. On a plein d'individus avec des préférences diverses et variées. Il faut agréger leurs préférences pour ici avoir une préférence qui décrit tout le groupe. Donc, je vais noter N entre crochets l'ensemble des électeurs. Donc n entre crochets, c'est une notation très pratique en informatique qui correspond à l'ensemble des entiers entre 1 et n. Et d'ailleurs, je vais me restreindre au cas où x contient seulement 3 alternatives. Donc x est égal à l'ensemble A, B et C. Souvent en théorie des systèmes de vote, lorsqu'il n'y a que 2 alternatives, c'est très facile, il suffit de faire un référendum. Mais dès qu'on passe à 3 alternatives, c'est un petit peu la merde, ça devient très compliqué très vite. C'est un de ces cas où 3 est beaucoup plus grand que 2, même pour des grandes valeurs de 2. Alors formellement, maintenant, il faut qu'on parle de préférences. Les préférences d'un individu, c'est quoi? Ça va être une relation d'ordre sur l'ensemble X des alternatives. Donc une préférence d'un individu θ, par exemple. Je vais noter O l'ensemble des relations d'ordre sur X, donc l'ensemble des préférences aussi, une autre façon de parler de ça. Une préférence θ, ça va être de la forme A préfère B à C. Donc il y a 6 possibilités, on peut avoir θ préfère B à A à C, et je vous laisse deviner quelles sont les autres préférences possibles d'un individu. Plus généralement, s'il y avait un nombre X d'alternatives, alors le nombre de préférences, le nombre de relations d'ordre, ça égale à X factoriel. Ça correspond à l'ensemble des permutations des alternatives. Enfin, pour parler du théorème d'Arrow, il nous reste un dernier objet à définir qui est l'agrégation des préférences individuelles en une préférence de groupe. Autrement dit, ça correspond à une fonction f qui va de O puissance n, donc qui prend un profil de préférence, un θ qui est égal à θ1, θ2 jusqu'à θn, et qui ressort une relation d'ordre pour le groupe, une préférence du groupe, qu'on va noter f de θ. Cool, on peut maintenant définir rigoureusement les mots qui apparaissent dans le théorème d'Arrow. Donc l'unanimité, c'est quoi? On va dire qu'une fonction f est unanime si lorsque tout le monde préfère une alternative x à une alternative y, alors f de θ dit que x est meilleur que y aussi. Donc plus formellement, si pour tout i θ i dit que x est meilleur que y, alors f de θ dit que x est meilleur que y. Et on va dire que f est indépendante aux alternatives non pertinentes si la manière dont f de θ classe x et y ne dépend que de la manière dont les θi classent x et y. Et une façon de formaliser ça, ça revient à dire que si on a 2 profils de préférence θ et τ qui sont d'accord pour toutes les préférences entre x et y, donc si à chaque fois que θi classe x devant y, alors τi va aussi classer x et y, et vice versa. Si on a θ et τ qui s'accordent de cette manière, alors f de θ et f de τ doit aussi s'accorder sur le classement entre x et y. On peut maintenant revenir au théorème d'Arrow. Donc le théorème d'Arrow nous dit que si f est à la fois unanime et indépendante aux alternatives non pertinentes, alors f est forcément la dictature, ce qui veut dire qu'il existe un dictateur, un k appartenant à n, tel que la préférence du groupe f de θ est en fait égale à la préférence de l'individu k. θk. Les préférences du groupe sont donc les préférences d'un individu du groupe. Ok, donc on va prouver ça et la preuve se décompose en 4 parties. En premier lieu, on va définir les individus pivots. On va montrer qu'ils existent et ils dépendent de quelques propriétés de base sur les individus pivots. Ensuite, on va voir que l'individu pivot P
de B slash A est en fait dictateur pour la relation entre B et C. On verra aussi que l'individu pivot de B slash C précède forcément l'individu pivot de C slash B. Et par des arguments de symétrie, on pourra conclure en disant que tous ces individus pivots, en fait, c'est un seul individu et que cet individu est dictateur. Commençons doucement, commençons par définir les individus pivots. Alors pour cela, on va partir d'un profil de préférence où tout le monde préfère A à B. Et ce qu'on va faire, c'est inverser individu par individu la relation entre A et B. Donc, on va partir du premier cas où tout le monde préfère A à B, qu'on va appeler θ0. Et donc, on va oublier C pour l'instant. Et à chaque itération, on va inverser, en partant de la gauche, les préférences entre A et B. Donc, au début, par l'unanimité, on sait que comme tout le monde préfère A à B, f de θ doit dire que, donc f de θ0 pour le coup, doit forcément classer A devant B. Mais au fur et à mesure que l'on inverse les A et les B, on arrive finalement à une position θn à la fin où tout le monde préfère B à A et du coup f de θn forcément doit dire que B est meilleur que A. Et ça veut dire qu'il y a un moment au cours de ce processus où la préférence de f s'est inversée pour la première fois et on va appeler P de B slash A cet individu qui a causé la première inversion de la préférence du groupe. Donc cet individu P de B slash A, c'est ce qu'on va appeler l'individu pivot. Et faut bien voir qu'il ne dépend que de B et de A. Peu importe les classements de C, par indépendance aux alternatives non pertinentes, on sait que P de B slash A ne doit dépendre que de B et de A. Donc c'est P de B slash A est vraiment une fonction de B et de A uniquement. De la même manière, on peut définir P de A slash C, P de C slash A, P de B slash C, P de C slash B et P de A slash B. Il faut bien voir que l'individu P de B slash A, il est tel que si tous les individus à sa gauche préfèrent B à A et tous les individus à sa droite préfèrent A à B, alors la relation, la préférence du groupe entre B et A va être déterminée par la préférence de l'individu pivot P de B slash A entre B et A. Donc on note P de B slash A parce que tous les individus à gauche préfèrent B et tous les individus à droite préfèrent A entre A et B. Par opposition, P de A slash B, c'est lorsque tous les individus à gauche préfèrent A et tous les individus à droite préfèrent B. Ok, donc on a défini les individus pivots, on peut passer à la deuxième partie de la preuve qui consiste à montrer que l'individu pivot P de B slash A en fait dicte la préférence du groupe entre B et C, ce qui est quand même vachement surprenant. Pour ça, on va se replacer dans le cas où tous les individus à gauche préfèrent B à A et tous les individus à droite préfèrent A à B. Et on va mettre C au milieu entre B et A pour les individus de gauche et tout en bas pour les individus de droite. Et on va supposer que pour l'individu pivot, il a une préférence A, B, C. Par définition de l'individu pivot P de B slash A, on sait que la préférence du groupe entre A et B va être celle de l'individu pivot. Par définition de l'individu pivot, comme tous les gens à sa gauche préfèrent B à A et tous les individus à sa droite préfèrent A à B, alors la préférence du groupe entre A et B va être celle de l'individu pivot. Comme l'individu pivot préfère A à B, la préférence du groupe va dire f de θ, le point A préfère B. Par ailleurs, on peut voir que dans ce profil de préférence, B est unanimement préféré à C. Et donc, par unanimité, on sait que f de θ dit que B est meilleur que C. Et donc maintenant, par transitivité, si f de θ dit que A est meilleur que B et que B est meilleur que C, on sait que f de θ, ce sera forcément A préfère B à C. Supposons maintenant que l'individu pivot inverse sa préférence entre A et B. Par définition de l'individu pivot P de B slash A, encore une fois, les individus à gauche préfèrent B à A, les individus à droite préfèrent A à B. On sait que pour ce profil de préférence θ', on a f de θ' qui dit que B est meilleur que A. Sauf que lorsqu'on est passé de θ à θ', on n'a pas du tout changé les préférences des individus entre A et C. Du coup, les préférences du groupe entre A et C doivent être les mêmes pour θ et pour θ'. Or, on a vu que f de θ préférait A à C en utilisant la transitivité. Du coup, forcément, par indépendance aux alternatives non pertinentes, f de θ' doit préférer A à C. Du coup, le groupe doit avoir une préférence f de θ' qui dit que B est meilleur que A, meilleur que C. Et ce qui est vraiment bizarre, c'est qu'on a conclu que f de θ' dit que B est meilleur que C
en utilisant uniquement le fait qu'ils disent que B est meilleur que A et que A est meilleur que C. En fait, pourvu que les individus de gauche mettent A en dernier et que les individus de droite mettent A en premier, et pourvu que l'individu pivot P de B slash A préfère B à A à C, on aura forcément F de θ', le classement du groupe, qui dit que B est meilleur que A et qui dit que A est meilleur que C, d'où l'on déduit que B est meilleur que C selon le groupe. La relation F de θ' qui dit que B est meilleur que C a donc été dictée par l'individu pivot. En particulier, on peut maintenant complètement changer les préférences entre B et C des individus à gauche et à droite. On peut même mettre C meilleur que B partout, pourvu que l'individu pivot vote B à C. C'est lui qui dicte la relation entre B et C. Et ça commence à être super bizarre. On y est presque. Considérons maintenant le cas où tous les individus à gauche préfèrent C à B à A. On va supposer que l'individu pivot P de B slash A préfère aussi CBA. Et on va supposer que tous les individus à droite préfèrent A à C à B. Par unanimité, on voit que tout le monde préfère C à B. Maintenant, on va faire comme pour la première partie de cette démonstration. On va inverser les préférences entre C et B en partant de la gauche. Et pour l'individu pivot, on va faire un truc un peu différent. On va transformer sa préférence CBA en BAC. Sauf que là, on se retrouve exactement dans le cas de la deuxième partie de la démonstration dont on vient de parler. Tous les gens à gauche préfèrent mettre A en premier, tous les gens à droite mettent A en dernier. Et la préférence de l'individu pivot P de B slash A est BAC. Donc si on appelle notre suite d'inversion θ0, θ1, θ2 jusqu'à θn, comme on l'a fait dans la première partie, on voit que θ de P de B slash A, donc l'inversion par l'individu pivot B slash A, va forcément être une relation B préfère A à C. Et en particulier, la relation entre B et C selon le groupe a déjà été inversée. Donc le moment de première inversion qui correspond à l'individu pivot P de B slash C est forcément arrivé avant P de B slash A. Autrement dit, on a l'inégalité P de B slash C inférieure à P de B slash A. De la même façon, on va partir du cas où tous les individus de gauche préfèrent B à C à A, l'individu pivot préfère B à A à C, et les individus de droite préfèrent A à B à C. Donc ça, on va appeler ça taux 0, et puis ce qu'on va faire, c'est on va inverser les préférences entre B et C en partant de la gauche. Donc par unanimité, on pourrait savoir que F de taux 0 dit que B est meilleur que C. Mais en fait, cette relation, elle est même encore vraie juste avant que l'individu pivot switch sa préférence entre B et C, d'après la deuxième partie, puisqu'encore une fois, on a un cas où tous les individus à gauche mettent A en bas et tous les individus à droite mettent A en haut, et où l'individu pivot préfère B à A à C. On va alors transformer ces préférences en CBA, pour inverser B et C notamment. Et puis on va continuer à switcher entre B et C. Donc lorsqu'on arrive jusqu'au bout, par unanimité, on saura donc que F de taux n préfère forcément C à B. Du coup, le premier switch entre C et B aura forcément lieu quelque part après l'individu pivot. Et ça revient à dire que P de C slash B est forcément à droite de P de B slash A. Et du coup, si on combine les inégalités qu'on a vues, on a forcément P de B slash C inférieur ou égal à P de B slash A, inférieur ou égal à P de C slash B. On touche quasiment au but. Il faut voir que dans toute la preuve que l'on a vue jusque-là, les rôles de A et B et C sont parfaitement symétriques. Du coup, on peut obtenir le même genre d'inégalité si on remplace, si on fait une permutation de A, de B et de C. En particulier, je vous propose de remplacer A par A, donc ça ne va pas changer. Et puis je vous propose d'inverser les valeurs de B et de C. De l'inégalité ci-dessus, on en déduit alors l'inégalité P de C slash B inférieur ou égal à P de C slash A inférieur ou égal à P de B slash C. En particulier, si on regarde maintenant nos deux inégalités, on voit que P de B slash C est à la fois inférieur ou égal à P de B slash C et supérieur ou égal. Du coup, on a une égalité forcément entre P de B slash C et P de B et P de C slash B. Et ça implique que du coup P de B slash A et P de C slash A sont aussi égaux. Et du coup, on en déduit qu'en fait, P de A slash B est égal à P de B slash A est égal à P de B slash C est égal à P de C slash P est égal à P de A slash C est égal à P de C slash A. Bref, tous les individus pivots sont en fait un seul individu. Or, on a vu que cet individu pouvait dicter l'issue, par exemple, de B slash C
quels que soient les votes des autres, même si les autres votaient C/B, mais de même par symétrie des différentes alternatives. On voit qu'il dicte aussi les préférences entre C/B, A/B, B/A et tout ça. Bref, cet individu pivot est dictateur. Passons maintenant au théorème de Gibbard. Alors, il y a le théorème de Gibbard et le théorème de Gibbard-Satterthwaite. En fait, le théorème de Gibbard implique le théorème de Gibbard-Satterthwaite. Du coup, je vous propose de prouver le théorème de Gibbard. Et on en déduira, du coup, le théorème de Gibbard-Satterthwaite. Avant de donner les preuves, on va formaliser ces deux théorèmes. Donc, le théorème de Gibbard-Satterthwaite, il nous dit que le seul scrutin déterministe qui soit unanime et sans dilemme du vote utile est la dictature. Donc, un vote ou un scrutin, ça va être quoi ? Ça va être une fonction qui, à un profil de préférence individuelle, associe une alternative. En particulier, on voit que ça exclut les votes à la proportionnelle, où c'est de représenter un peuple, mais le vote à la proportionnelle ne permet pas de prendre une décision qui s'appliquerait à tout le monde. Enfin, c'est pas une élection d'une alternative parmi plusieurs votes à la proportionnelle. Ce formalisme exclut également tous les scrutins qui n'utilisent pas des votes par classement. Donc par exemple les votes par notation ou par jugement, comme on verra dans l'épisode 4 sur la démocratie, ne sont pas pris en compte par le formalisme du théorème de Gibbard ou du théorème de Gibbard-Satterthwaite. L'unanimité, ça veut bien dire que si tout le monde pense que A est la meilleure alternative, alors V doit élire A. Autrement dit, pour un profil de préférence θ pour lequel pour tout I A est la meilleure alternative selon θi, alors V de θ doit être égal à A. L'absence des dilemmes de vote utile, lui, est un petit peu plus compliqué à formuler. Ça nous dit que si je prends n'importe quel profil de préférence θ, et si je considère n'importe quel individu I, n'importe quel électeur I, la question c'est de savoir est-ce que l'électeur I peut avoir intérêt à voter un classement des candidats AI plutôt que ses vraies préférences θi, et cela ne sera pas le cas, il y aura une absence de dilemme du vote utile. Si, quel que soit le profil de préférence θ et quel que soit le vote AI que l'électeur I pourrait vouloir tenter de jouer, selon l'électeur I, on aura malgré tout V de θ qui sera meilleur que V de AI et θ moins I, où cette notation elle correspond à dire que l'électeur I vote AI, mais les autres électeurs votent selon le profil de préférence θ. Alors pour éviter d'avoir à dire absence de dilemme du vote utile qui fait beaucoup de syllabes, je vais appeler ça l'incentive compatibility, qui est un peu la terminologie classique en théorie des systèmes de vote. On parle aussi parfois de strategy proofness. Enfin, un scrutin dictatorial, c'est quoi? C'est un scrutin tel qu'il existe un cas, tel que V de θ va être l'alternative préférée par l'électeur K. Autrement dit, V de θ va être la meilleure alternative selon θk. Du coup, le théorème de Gibbard-Satterthwaite, il dit que si V est à la fois unanime et incentive compatible, alors V est dictatorial. Le théorème de Gibbard, lui, est beaucoup plus compliqué, il est bien plus sophistiqué. Et en fait, lundi, je vous en ai donné une version vachement ultra simplifiée, c'est bien plus général que ça, donc c'était un cas particulier qu'on a vu lundi. Le théorème que Gibbard a prouvé en 1977 caractérise en fait tous les scrutins incentive compatible. Et en fait, il nous dit qu'un scrutin est incentive compatible si et seulement si c'est une combinaison convexe de scrutins dits unilatéraux ou duples et qui sont aussi incentive compatible. Alors, un scrutin unilatéral, c'est un scrutin qui est déterminé par un seul électeur. Mais un scrutin unilatéral, a priori, il n'élit pas forcément le préféré du dictateur. Il pourrait, par exemple, élire le préféré avec probabilité 2/3 et le deuxième préféré avec probabilité 1/3. À ce moment-là, le dictateur aurait quand même intérêt à proposer ses vraies préférences. Mais bien sûr, dans ce cas, on perd l'unanimité. Si tout le monde est d'accord pour élire A, il y a quand même une probabilité non nulle pour élire quelqu'un qui n'est pas le préféré de tout le monde. Plus généralement, pour qu'un scrutin unilatéral soit incentive compatible, il faut que la probabilité d'élire le J plus unième préféré d'un dictateur est toujours inférieure ou égale à la probabilité d'élire le JM préféré du dictateur. Par ailleurs, un duple, ça va être un scrutin qui ignore toutes les alternatives à part deux et qui fait une espèce de référendum entre les deux alternatives restantes. Mais le vainqueur du référendum n'est pas forcément déterministe et il n'est pas forcément l'alternative majoritaire. On pourrait mettre des alternatives sur différents pieds d'égalité et par exemple avoir un statu quo et une alternative à voter, à élire aux 2/3 par exemple. Ça serait un duple incentive compatible.
Alors la preuve du théorème de Guibard est super technique, super difficile et trop difficile pour un épisode hardcore. Ceci étant dit, je vais quand même prouver une version qui est un peu plus générale que la version que j'ai donnée lundi. Je vais prouver une version où certains électeurs peuvent avoir un plus grand droit de vote que d'autres électeurs, comme c'est le cas par exemple dans un conseil d'administration. Le théorème qu'on va prouver est le suivant. Le seul scrutin aléatoire, unanime et incentive compatible est la dictature aléatoire. Chaque électeur met dans l'urne un nombre de bulletins qui est égal à son droit de vote. Donc les gens peuvent avoir différents droits de vote du coup. Et l'alternative élue va être élue en tirant au hasard un bulletin de l'urne. Alors il y a un détail que j'ai laissé sous silence lundi dernier, et je ne vais pas trop insister dessus non plus aujourd'hui, c'est que pour que le théorème de Guibard soit valable, il faut supposer que les préférences sont des préférences dites von Neumann-Morgenstern. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que sont ces préférences, même si c'est en fait très important, et notamment j'ai personnellement prouvé des théorèmes qui ont l'air d'être incompatibles avec le théorème de Guibard, mais qui en fait le sont pas parce qu'il y a cette hypothèse sous-jacente dans le théorème de Guibard qui sont que les préférences sont von Neumann-Morgenstern. Donc c'est un détail qui est important, mais bon, je vais pas pouvoir insister dessus, déjà la vidéo est assez longue telle qu'elle est. Bon, ce théorème en fait il reste super dur à prouver, et pour aujourd'hui on va n'en voir qu'une esquisse de preuve décomposée en 5 lemmes, donc il y a plein de détails qu'il faut compléter pour pouvoir avoir une preuve rigoureuse. On considère donc un scrutin V avec au moins 3 alternatives, qui cette fois va élire une loterie, une loi de probabilité sur l'ensemble des alternatives X. On va supposer que V est incentive compatible et unanime, et on va prouver qu'il s'agit forcément d'une dictature aléatoire. Et pour ce faire, on va esquisser 5 lemmes, et je vous laisse compléter les détails chez vous. Le premier lemme dit que l'incentive compatibility implique la localité. Alors la localité c'est quoi? C'est dire que si on a un profil de préférence θ, et si dans ce profil on a un électeur I qui préfère K à L, mais juste devant, donc K est juste devant L, si l'individu, l'électeur I, inverse K et L, donc on obtient à ce moment-là un autre profil de préférence θ', alors la probabilité de l'élection d'un candidat J différent de K et de L ne va pas changer la probabilité de l'élection. Ce que je vais noter V de θ et de J, ce qui est la probabilité d'élire J lorsque le profil de préférence est θ, ça doit toujours être égal à V de θ' J. Alors pourquoi est-ce que l'incentive compatibility implique la localité? C'est parce que si l'électeur I, par exemple, adorait l'alternative J, et s'il pouvait en inversant K et L augmenter, même très légèrement, la probabilité d'élection de J, alors il pourrait avoir intérêt à faire cette inversion au moment du vote. Donc comme vous pouvez imaginer, ce que je vous ai dit là, c'est très intuitif et c'est pas du tout formel. Je vous invite à essayer d'en écrire une preuve rigoureuse. Or si on passe directement de θ à θ', d'après le lemme précédent, on sait qu'on n'affecte pas du tout les probabilités d'élection de J. Donc si maintenant on prend un profil de préférence θ où pour un électeur I, K et L se suivent, alors si on inverse K et L, on a un effet de localité qui va donc n'affecter que K et L. Cependant, a priori, cet effet de localité, c'est les effets que ça va avoir sur les probabilités d'élection de K et L lorsqu'on inverse K et L, pourrait dépendre du profil de préférence de tout le monde. Et le second lemme dit que l'inversion de préférence entre K et L va avoir un effet qui ne dépend pas de la position d'une troisième alternative J dans les préférences des autres individus. Et pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer un autre électeur I', et on va monter J ou descendre J d'un cran. Donc on va partir de θ qui est donc le profil initial, on va passer de θ à tau en montant J d'un cran dans les préférences d'un autre électeur I'. Puis on va inverser K et L, on va faire l'inversion de K et L pour les préférences de l'électeur I. Donc ça va nous faire passer de tau à tau'. Puis on va revenir à un θ' en redescendant J d'un cran dans les préférences de I'. Et donc toute cette suite d'opérations doit être équivalente à passer directement de θ à θ'. Or passer de θ à θ', c'est un certain effet de localité sur les probabilités d'élection de K et de L. Et on voit que cet effet doit être du coup le même sur les probabilités d'élection de K et de L que celui de cette autre flèche ici. Or les seuls moments où on affecte les probabilités d'élection de K et de L sont sur cette flèche ici et sur cette flèche ici. Et du coup, peu importe la position de J au final chez les autres électeurs, l'effet de localité de l'inversion de K et de L
doit être le même, donc cet effet ne dépend pas de la position de J dans les préférences des autres électeurs. Et le troisième lemme va déduire du lemme précédent le fait que le scrutin ne dépend en fait que des élections préférées des électeurs. Alors pour cela, on va supposer que J est unanimement préféré et que l'électeur I préfère K juste devant L. Dans ce cas, par l'unanimité du vote, on sait que J doit être élu avec probabilité 1. Mais dans ce cas, si on inverse K et L, on reste dans un cas d'unanimité sur J. Du coup, on n'affecte pas la probabilité d'élection de K et de L. Forcément, ce sera toujours égal à 0. En utilisant le lemme précédent, on peut descendre les J dans les préférences des autres individus et on voit que l'inversion de K et L n'a aucun effet. Le seul effet que l'électeur I aura sur les probabilités d'élection des différentes alternatives va être pas sur ces votes en bas, ça va être uniquement quelle est l'alternative qui met en premier. Du coup, on sait maintenant qu'un scrutin qui est unanime et incentive compatible doit en fait être uniquement une fonction des alternatives préférées par les différents électeurs. Mais a priori, on ne sait pas trop quel va être l'effet pour un électeur I de choisir une alternative J comme préférée sur les probabilités d'élection des différents candidats. Eh bien, le quatrième lemme dit que le fait pour un électeur I de mettre J tout en haut de sa liste de préférence va augmenter d'une quantité epsilon I la probabilité d'élection de J. Et cette probabilité epsilon I qu'il rajoute à son alternative préférée va être la même quelle que soit l'alternative qu'il met en haut. Autrement dit, epsilon I ne dépend pas de J. Et pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir d'un profil de préférence θ. Et on va supposer que pour θ, l'alternative préférée par l'électeur I va être égale à une certaine alternative x1. Donc je vais noter grand X est égal à x1 jusqu'à xm, l'ensemble des alternatives. Et ce qu'on va faire, c'est on va partir de θ, on va poser θ1 est égal à θ, et on va construire une suite de profils θ1, θ2, θ3, ainsi de suite jusqu'à θm plus 1, où à chaque fois on va remplacer l'alternative préférée de l'électeur I en commençant par x1, puis x2, puis x3 jusqu'à xm, et on va revenir à la fin sur x1. Donc ça nous fait une suite de profils, et par le principe de localité, à chaque fois lorsqu'on passe de θi à θi plus 1, on n'affecte les probabilités d'élection que de xi et xi plus 1. Et si on regarde ce qu'on fait au bout de la boucle, on voit qu'on doit forcément revenir au point initial, donc la somme des effets de localité doit être nulle, et ça implique que les variations des probabilités d'élection, en fait, doivent toutes s'annuler à chaque fois. Et en particulier, l'augmentation de la probabilité de l'élection d'une alternative en fonction du préféré de l'électeur I ne dépend pas de l'alternative dont il est question. Epsilon I ne dépend pas donc de l'alternative préférée par l'électeur I. Cependant, epsilon I, a priori, il pourrait encore dépendre de ce que les autres ont voté. Eh bien, le cinquième et dernier lemme dit qu'en fait, epsilon I ne dépend pas de ce que les autres électeurs font. Donc, epsilon I ne dépend vraiment que de I. Là encore, l'astuce, c'est de construire une suite de préférences qui bouclent en un certain sens. Donc, on va partir de θ, où dans θ, on va supposer que l'électeur I préfère l'alternative J et l'électeur I' préfère l'alternative K. On va passer de θ à tau en remplaçant K par L, puis on va passer de tau à tau' en remplaçant J par H, puis on va passer de tau' à θ' en remplaçant L par K, et enfin on peut revenir au θ initial en remplaçant H par J. Donc ça nous fait une boucle. Là encore, on peut regarder les variations sur les probabilités d'élection des différents candidats lorsqu'on suit cette boucle. À la fin, ça doit revenir au truc initial. Et du coup, ça nous donne en particulier une relation entre le epsilon I ici et le epsilon I ici. Choisissant attentionnément les valeurs de J, H, K et L, on peut voir que ces deux valeurs doivent forcément s'annuler et du coup que epsilon I ne dépendent pas du candidat préféré de l'électeur I'. Du coup, epsilon I ne dépend que de I. Enfin, on peut réinterpréter tout ça en disant que epsilon I, c'est le droit de vote de l'électeur I. Il contribue en augmentant d'une probabilité epsilon I, la probabilité d'élection de son alternative préférée. Et ça correspond exactement à la dictature aléatoire. C'est ensuite un jeu d'enfant de vérifier que la dictature aléatoire est bien unanime et incentive compatible. Enfin, si on exige que le vote doit être déterministe, ça veut dire que les epsilon I
ne peuvent pas être fractionnaires, qui seront forcément égaux à 0 ou 1. Et du coup, il y a forcément un électeur K pour lequel epsilon K va être égal à 1, et pour tout le reste, ça va être epsilon I va être égal à 0. Et l'électeur K sera alors le dictateur. Bref, vous voyez que ces théorèmes sont loin d'être évidents, mais ils nous disent quand même quelque chose de très profond sur la nature des scrutins en général, et du coup de la prise de décision collective dont la démocratie est un cas particulier.